La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. Merci d'être à l'écoute de iRadio et merci également de suivre iTV. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Espace Politique qui reçoit aujourd'hui Amadou Lamine Sakho, ancien secrétaire particulier de Ibrahima Seydou Ndao. Bonjour, Monsieur Sakho. Bonjour, Monsieur Diouf. Vous le savez, Ibrahima Seydou Ndao était une personnalité politique, membre fondateur du BDS, ancêtre du Parti Socialiste. Il fut maire de Kaolack, ancien président du Parlement territorial sénégalais. Ibrahima Seydou Ndao a été également président honoraire de l'Assemblée nationale du Sénégal. Aujourd'hui, nous recevons cet homme qui a cheminé avec lui, un homme qui connaît l'histoire du Parti Socialiste. De A à Z, j'allais dire, ce grand parti qui est frappé par la mort de son secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, un deuil qui frappe d'ailleurs toute la nation sénégalaise parce qu'Ousmane Tanor Dieng était un grand commis de l'État, un serviteur de l'État. Alors, il a servi sous Léopold Sédar Senghor et sous Abdou Diouf. Jusqu'à sa mort, il était le président de la 4e institution de la République du Sénégal, à savoir le Haut Conseil des collectivités territoriales. Durant cette émission, Amadou Lamine Sakho, nous allons rendre hommage à Ousmane Tanor Dieng. D'abord, que savez-vous de cet homme que le Sénégal pleure aujourd'hui? Je commencerai tout d'abord, M. Diouf, par vous remercier de cette invitation, de cette occasion que vous m'offrez pour m'adresser au peuple sénégalais en lui donnant ma version, la version la plus juste de l'histoire politique du Parti Socialiste, ici du BDS. Pour répondre à votre question, je dirais simplement que je suis ému comme beaucoup de Sénégalais dès que j'ai appris la disparition de Ousmane Tanor Dieng, que j'ai connu de nom. Malheureusement, je n'ai eu aucun rapport avec lui, ni pendant qu'il était aux affaires, ni après sa perte du pouvoir. Vous ne vous êtes jamais rencontrés? On s'est rencontrés, je crois, 3 fois, à l'occasion de levée de corps. Mais en dehors de ça, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Alors, c'est Senghor que j'ai connu quand il était avec nous. Parce qu'eux, ils ont découvert Senghor après qu'il ait occupé le palais présidentiel. Nous avons connu Senghor avant. Ouais. Et lui, Moustapha Niasse et tous les autres sont venus après. Alors, Ousmane Tanor Dieng, un homme d'État, un vrai républicain. Comment un homme comme Tanor a réussi à faire l'unanimité autour de lui par rapport à ses qualités d'homme d'État tant vantées? Ah, ça, c'est une question difficile pour moi. Au Sénégal, vous savez, nous sommes tous au Sénégal. Nous savons comment ça se passe. Quand une personnalité disparaît, tout le monde s'empresse à lui jeter des lauriers. Ça, c'est une histoire très ancienne. En tout cas, moi, je ne l'ai pas connu. Vous avez entendu parler de lui? Ouais, j'ai entendu. Vous l'avez suivi peut-être à distance, ouais. Quand il a servi sous Abdou Diouf, quand il a servi sous Léopold Sédar Senghor. C'est parce que j'étais en dehors du système. J'étais même, je dirais, contre le système. Depuis 1963, j'étais contre le système. C'est pourquoi je ne me suis pas trop intéressé à leurs faits et gestes. Pour un homme comme lui, quel type d'hommage on devrait lui rendre, à votre avis? L'hommage qu'on a l'habitude de rendre à ses semblables. À ses semblables. Parce que c'est difficile pour moi d'apprécier. Parce que des personnalités, par exemple, comme Ibrahima Seydou Ndao, comme Mamadou Dia, comme Léon Boissé-Palin, comme Ibrahima Sarr,
je les considère comme les plus méritants. Mais ils ne sont jamais célébrés. À leur manière, eux qui sont au pouvoir, qui ont été au pouvoir avec eux, c'est à eux de voir comment le célébrer. Tanor est parti. Comment le Parti socialiste pourrait perpétrer son œuvre? Dans l'unité, ce que je conseille au Parti socialiste, c'est de se réunifier, d'appeler tout le monde, de se mettre ensemble, de se mettre d'accord, en laissant de côté les intérêts particuliers, personnels, de considérer que l'intérêt général, l'intérêt national, puis ensuite l'intérêt du parti. Il faut que chacun d'entre eux fasse ce sacrifice de laisser ses ambitions personnelles au profit de l'unité qui est la seule alternative aujourd'hui valable pour la réussite du Parti socialiste. Il faut qu'ils se réunissent, il faut qu'ils s'assemblent pour redevenir ce qu'ils étaient avant 1963. Ouais. Alors, oui, on a vu beaucoup de réactions après la mort d'Ousmane Tanor Dieng. Khalifa Sall, d'ailleurs, a réagi ému après la disparition de son camarade de parti, Ousmane Tanor Dieng, bien sûr. Est-ce que la mort du secrétaire général du PS peut être un déclic pour que la famille socialiste se retrouve? Antoine, moi je ne suis pas un spécialiste des analyses politiques. Je suis simplement un témoin et acteur. Témoin de l'histoire. De l'histoire. Mais témoin de l'histoire averti. Oui. Cela pourrait constituer un déclic, mais tout dépend de leur volonté de s'unir. S'ils sont décidés à aller ensemble, parce que c'est là leur survie, leur unique survie, c'est de se mettre ensemble pour reconstituer le parti, travailler ensemble pour sa glorification. Ne serait-ce que pour faire honneur à ses illustres prédécesseurs. Ceux-là même, ses fondateurs, ses illustres fondateurs. Il le leur doit. Parce que du Parti socialiste, ils n'en savent pas grand-chose. Et ils n'y ont pas fait grand-chose. Ils l'ont reçu comme sur un plateau d'argent. C'est nous qui nous étions battus d'une manière avec atroce. Ibrahima Seydou Ndaw, Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia. Mamadou Dia, Oui. Kwasi Palin, Ibrahima Sarr et autres. Oui. Eux, ils ont reçu un parti au pouvoir. Et tout le monde s'attendait à ce qu'ils se mettent ensemble pour pérenniser ce parti, qui était bâti pour diriger le Sénégal pendant une 60aine d'années. Je parle en connaissance de cause. Parce que c'est ça qui était l'idée au moment de sa création. Très bien. Je rappelle que Espace Politique reçoit aujourd'hui Amadou Lamine Sakho, ancien secrétaire particulier de Ibrahima Seydou Ndaw, que j'ai fini de vous présenter à l'entame de cette émission. L'actualité aussi, nous n'allons pas l'occulter. Khalifa Ababacar Sall, aujourd'hui, son dossier est devant la Cour suprême avec le rabat d'arrêt sur lequel cette juridiction suprême s'est penchée. Dites-nous, alors, l'issue pour Khalifa Ababacar Sall, vous souhaitez une grâce présidentielle pour lui ou vous l'espérez? Je le souhaite pour lui. Je le souhaite pour lui. Et après sa libération, qu'il s'assagisse, qu'il redevienne comme on le croyait avant.
qu'ils redeviennent sages et patriotes. Vous savez, pour nous, il y a le devoir de chaque homme politique, c'est d'être intègre, c'est d'être propre, c'est d'être droit, honnête. C'est ça la vocation de l'homme politique. Toutes les machins qui se sont greffés après ne sont que des erreurs. Maintenant, ils sont certainement à cœur certaines erreurs qu'ils ont commises. Je crois qu'ils ne reviendront pas. Ils feront tout pour les éviter à l'avenir. Vous espérez, dans le cadre du dialogue politique, que Khalifa Sall pourrait obtenir une grâce présidentielle? En politique, tout est possible. Tout est possible. Et, Karim Wade a bénéficié de la grâce présidentielle. Pourquoi pas lui? Il y a d'autres, hors la loi, qui ont commis des choses plus graves, qui ont bénéficié de la loi de grâce. Pourquoi pas lui? On peut l'espérer. Oui, il a été question que Khalifa Sall assiste aux obsèques de Ousmane Tanor Dieng. Vous pensez qu'on doit le laisser assister aux funérailles du secrétaire général du Parti socialiste? À mon avis, si la loi le permet, on peut lui accorder cette attention. À mon avis, mais il faudrait que ce soit une chose permise par la loi. Si ce n'est pas permis par la loi, je ne l'encouragerai pas. Amadou d'apprécier. Amadou Lamine Sakho, depuis la création du Parti socialiste jusqu'à présent, vous êtes là. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'histoire de cette formation politique? C'est sa création. Le Parti socialiste a été créé dans des conditions historiques les plus difficiles. C'était à l'époque où le Parti socialiste régnait en maître et tenait le pays en alerte. Un moment où le Sénégal avait besoin d'une nouvelle politique, une politique de rupture. Et le parti SFIO qui était en place avait bénéficié de l'appui total de l'administration coloniale, de certains chefs religieux, coutumiers, etc. C'est intervenu à un moment très difficile. Et il fallait beaucoup de courage, d'abnégation, d'esprit, d'intelligence pour le réussir. Et c'est ce qu'a fait le président Ibrahima Seydou Ndaw, qui a eu le courage d'y penser tout seul, sans l'intermédiaire, sans la participation de personne. Et à un moment où il s'est trouvé dans des conditions difficiles après son accident de la circulation, le 22 mars 1948. Il avait physiquement handicapé. Il avait perdu l'usage de ses jambes et de ses bras. Et c'est dans le plâtre, à l'hôpital principal, qu'il a eu à créer le parti. Et il le rappelle à Senghor dans une de ses lettres de 1963, disant, c'est quand Senghor lui demandait de revenir au parti, mais pour n'être que leur conseiller, leur père, en raison de son âge
et de son état de santé. Il faisait allusion à sa paralysie. Il lui disait ceci. Certes, je suis invalide et j'ai 73 ans. Mais peut-on oublier qu'en 1948, c'est l'infirme que j'étais qui a su et osé prendre seul dans tout le Sénégal la dangereuse initiative de créer un parti d'opposition contre la SFIO dont la meute déchaînée intitulait ses articles de presse pour qui sonne le glas ou le petit député Kaki. Là, il faisait allusion aux articles de presse des responsables de la SFIO qui tiraient à boulet rouge sur Senghor. Donc, c'est dans ces conditions qu'il a créé le parti. Et en la présence, seule la présence de Senghor et de Léon Boissé-Palon. C'était le 25 septembre 1948. Senghor venait d'arriver à Dakar la veille, le 24 au soir. En provenance de la France. En provenance de la France. Le matin, il s'est rendu à l'hôpital avec Léon Boissé-Palon, qui était leur ami commun. Oui. Pour se rendre compte de l'état de santé du président Ibrahima Seydou Ndaw et surtout lui faire part d'un certain nombre de décisions qu'il avait prises, à savoir quitter définitivement la politique pour rentrer en France, continuer à enseigner le français aux petits Français de France, oui, comme il le disait. Parce que découragé. Parce qu'il voyait en Lamine Gueye un homme trop puissant. Il avait perdu tout espoir de réussir en politique. Parce que quand il s'en est aperçu, oui, il s'est rebuffé, il s'est mis derrière Ibrahima Seydou Ndaw. Oui, justement, quelle était la réaction de Ibrahima Seydou Ndaw quand Senghor lui en a fait part de son intention? Il lui a fait part de son intention. Il lui a suggéré de rester, de se battre. Senghor lui a fait comprendre encore une fois de plus que le président Lamine Gueye était imbattable. Il a été même jusqu'à lui dire que s'il était valide, qu'il connaissait Ibrahima Seydou Ndaw, et qu'il sait s'il était valide, on aurait pu espérer avoir gain de cause. Mais en l'état où il était, plâtré là, paralysé, il n'y avait aucune chance. En ce moment-là, que Ibrahima Seydou Ndaw lui a miroité les raisons qui l'ont fondé à prendre cette décision. Premièrement, il lui a fait comprendre qu'il n'était pas handicapé. Le seul handicap qui vaille pour lui, c'était quand le cerveau est malade, alors qu'il avait le cerveau intact. Deuxième chose, il ne comptait pas, il dit que je ne comptais pas sur les 4 communes de Lamine Gueye pour le battre, mais plutôt sur le monde rural, où il avait une emprise extraordinaire, vu les services qu'il a rendus aux populations. Troisième chose, il lui a fait comprendre que le parti, qu'il ne comptait pas sur les 4 communes, qu'il n'était pas handicapé, mais qu'il comptait sur les populations sénégalaises. Ensuite, il lui a fait comprendre que lui, Ibrahima Seydou Ndaw, et ceux qui étaient comme lui, entendaient rester au Sénégal, s'organiser et se battre. Mais que lui, Senghor, qui avait une deuxième patrie, s'il voulait partir, il n'allait qu'à partir. Mais eux, ils entendaient rester, s'organiser et se battre pour changer le pays au lieu de changer de pays. À ces mots, Senghor a sursauté, disant « Mais Ibrahima, je te savais éminente personnalité politique, mais je ne te savais pas aussi bon poète. » Pourquoi un homme de cette envergure dont vous parlez, Ibrahima Seydou Ndaw, n'est pas très connu
En tout cas, on ne parle pas beaucoup de lui dans l'histoire politique du Sénégal, même si on parle de lui pareil. Il est victime, Ibrahima Seydou Ndaw est victime de l'ingratitude politique de son environnement. Après avoir créé Senghor, et avant d'avoir créé Senghor, c'est lui qui a trouvé Mamadou Dia, qui l'a amené à la politique. Après avoir formé Senghor et tous les autres qui étaient derrière lui, quand il a quitté le parti, quand on l'a contraint, on l'a bousculé, jusqu'à ce qu'il démissionne du parti, on s'est mis à le combattre, à l'abattre. Et c'est ainsi que même les émissions qui étaient réalisées avec lui, les sonneurs de Radio Sénégal, ont disparu. On a tout fait disparaître. Les grands griots... Il y a quand même des documents qui sont là, documents administratifs. En tout cas, moi, je ne vois que ceux que je détiens. Vous en détenez? J'en détiens. Et sur l'histoire du Parti Socialiste, sur l'histoire du Parti Socialiste. Sur les relations Senghor, Ibrahima Seydou Ndaw, voilà. Ibrahima Seydou Ndaw et Mamadou Dia. Voilà. J'ai assisté à certaines de ces relations et j'ai des documents, notamment sur le parcours que le président Ibrahima Seydou Ndaw a eu à faire avec Senghor, ensemble. J'ai ces documents-là. C'est sur ces documents-là que je me fonde à faire certaines déclarations, certaines révélations. Oui, Ibrahima Seydou Ndaw et Senghor et le PS, vous en avez parlé. Maintenant, Ibrahima Seydou Ndaw, le PS et Mamadou Dia. Racontez-nous. Le Ibrahima Seydou Ndaw, Senghor, Mamadou Dia. C'est quand Ibrahima Seydou Ndaw a fini de créer le parti, c'est à ce moment-là que Boissier Palin, qui était leur ami, a pris sur lui la responsabilité de faire imprimer les cartes de membres du parti. Il a commencé par lui demander à Ibrahima Seydou Ndaw quel nombre il fallait faire imprimer. Ibrahima Seydou Ndaw a répondu par 3, en lui disant 3000 cartes. Senghor a sursauté de sa chaise. Il dit que Ibrahima, tu exagères, tu es en train de délirer. On ne crée pas un parti politique contre Lamine Gueye dans ces conditions avec 3000 cartes. C'est trop. Il faut commander 400, 300 ou 400. Au fur et à mesure que nous aurons placé, nous en commandons d'autres. Ibrahima Seydou Ndaw a réitéré sa demande à Boissier Palin. Et c'est Boissier Palin qui, au sortir de cette rencontre, est allé directement à la mission catholique de Dakar pour faire imprimer les cartes. Après, il a ramené les cartes à l'hôpital dans la salle d'hospitalisation du président Ibrahima Seydou Ndaw en lui disant « Voilà tes cartes ». C'est après que Mamadou Dia, Ibrahima Seydou Ndaw a fait venir Mamadou Dia par Alioune Pathé Seck, qui était leur ami commun et qui résidait qui militait à Ziguinchor. Il l'a envoyé chercher Mamadou Dia. Et quand Mamadou Dia est arrivé, le président Ibrahima Seydou Ndaw l'a informé de la création du parti. Lui, il était enthousiaste. Il lui a fait comprendre qu'il voulait lui confier, qu'il avait décidé de lui confier 3 missions dans le cadre du parti. Lesquelles? D'abord, le secrétariat général. Il lui a confié le secrétariat général de manière provisoire jusqu'au congrès. Au congrès, au prochain congrès, tes camarades, il appartiendra à tes camarades de te reconduire ou de prendre quelqu'un d'autre. Il lui a demandé aussi de rédiger les documents de base du parti, les statuts, règlements intérieurs, etc. En lui donnant les idées, en lui donnant les grandes lignes. La troisième, il lui a demandé d'implanter et de structurer le parti à travers l'étendue du territoire national. Et c'est à ce moment-là que Boissier Palin est allé acheter un car rapide Ndondi
à la manutention africaine pour le mettre à la disposition de Mamadou Dia, qui a fait le tour du pays avec ce car rapide-là pour implanter et structurer le Parti socialiste. C'est ça l'histoire. Et quand il fallait, pendant j'allais le mettre, un détail important, pendant l'hospitalisation du président Ibrahima Seydou Ndaw, le gouvernement français avait envoyé un professeur nommé Merle Dauvigny avec un avion médicalisé pour l'acheminer en France. C'était tout au début de la création du parti. Oui. Mais le président Ibrahima Seydou Ndaw a rejeté l'offre sous prétexte que il venait de créer un parti dans des conditions difficiles et avec lui, en face de lui, des adversaires de taille. Et que si jamais il venait à quitter le pays, avant qu'il ne revienne, Lamine Gueye et l'administration coloniale auront fini de démettre, de défaire le parti. C'est comme ça qu'il a sacrifié sa vie, sa santé pour le parti. Et en 1952, après avoir organisé, dirigé toutes les batailles du parti, comme il le dit dans une des lettres à Senghor que je détiens, c'est lui qui a organisé et dirigé toutes les batailles qu'a eu à mener le parti jusqu'à la victoire. Et à la victoire en 1952, aussitôt après, il s'est envolé pour Paris, à l'hôpital Créteil, pour enfin se soigner. C'est de là-bas qu'il a reçu le télégramme de ses camarades lui faisant part de son élection à la tête de l'exécutif de l'Assemblée territoriale. Ce qui constitue une preuve que c'est Ibrahima Seydou Ndaw qui était le leadership du parti. Parce que cette victoire lui est revenue de droit. C'est ainsi qu'il a été nommé président de l'Assemblée territoriale. Senghor lui a renvoyé l'ascenseur. Ouais, pas Senghor, mais tous. C'est pas Senghor. Senghor n'avait pas cette dimension dont on parle aujourd'hui. Senghor, Ibrahima Seydou Ndaw, Mamadou Dia, ils étaient tous la même enseigne. Il n'y avait pas de glorification. Personne ne se targuait d'avoir fait ceci ou de cela. Personne. C'était des responsables, des militants du parti. Très bien. Vous suivez Espace Politique qui reçoit Amadou Lamine Sakho, ancien secrétaire particulier de Ibrahima Seydou Ndaw. Alors, un rapport sur l'histoire du Parti socialiste avait été commandité par Ousmane Tanor Dieng. Malheureusement, il ne le lira pas. Ce rapport a été réalisé par le professeur d'histoire Mbaye Thiam, déposé vendredi dernier. Vous espérez voir tous ces détails sur l'histoire du Parti socialiste dans le rapport? Attendons de voir, parce que ce professeur Mbaye Thiam, nous nous connaissons très bien. Nous avons l'habitude de nous parler au téléphone. Mais malheureusement, il ne m'en a jamais parlé. C'est hier, à travers les médias, que j'ai appris qu'il était parti déposer son rapport à la maison du parti. Attendons de voir. Mais à mon avis... Vous en avez jamais parlé? Jamais. Il ne m'en a jamais parlé. Jamais. On a parlé d'autres choses. On a parlé de Ibrahima Seydou Ndaw, de Mamadou Dia et tout ça. Et quelle pouvait être votre contribution dans ce rapport? Quelle pouvait être votre contribution dans la rédaction de ce rapport? Ce que je viens de vous dire, M. Diouf, et d'autres documents que je détiens, d'autres renseignements que je détiens, s'il était venu me voir, on aurait pu en discuter. Parce que récemment, j'ai rencontré le professeur Ibader Thiam et à la fin de notre entrevue, il m'a promis
qu'au moment où la phase concernant l'histoire contemporaine du Sénégal sera ouverte, ils feront appel à moi. Ça a été fait? Non, pas encore. Je me prépare à ça. Je suis en train de réunir, de rassembler mes documents, mes arguments et tout ça, pour aller devant eux et leur faire part de ma version de l'histoire politique contemporaine. Oui, là c'est le rapport général sur l'histoire politique du Sénégal. On va d'abord terminer avec le rapport sur l'histoire du Parti socialiste. Vous craignez qu'il y ait des omissions par rapport à ce rapport? Parce que quand vous dites, vous avez parlé une fois au professeur Mbaye Thiam, mais vous ne l'avez jamais rencontré, pour que vous puissiez mettre certaines informations ou documents à sa disposition. Vous craignez des omissions? Vous savez, M. Diouf, avec tout ce que je vous ai dit du passé sur Ibrahima Seydou Ndaw, Mamadou Dia, Ibrahima Sarr, Léon Boissé-Palin, Mbaye Ndiaye Dégay, nulle part on n'a pas cru devoir célébrer ces grandes personnalités politiques. C'est comme si elle était en voie d'être éteinte, complètement enterrée. C'est pourquoi j'attends de voir que l'histoire vraie soit racontée. À mon avis, on a célébré dans ce pays des moins méritants et laissé en rade les plus méritants. Ceux-là même qui ont créé les diverses personnalités politiques, ceux-là même qui ont créé nos institutions, notre République, notre État, c'est Mamadou Dia, c'est Ibrahima Seydou Ndaw. Mamadou Dia à la tête du gouvernement, Ibrahima Seydou Ndaw à la tête de l'exécutif. On les a complètement ignorés. Les jeunes de cette nouvelle génération ignorent tout de ces illustres personnalités, sans lesquelles rien n'aurait été fait au Sénégal. C'est pourquoi je suis... Mais alors, que dites-vous du mérite d'Ousmane Tanor Dieng, qui a quand même commandité un rapport sur l'histoire politique, l'histoire du Parti socialiste? Mais lui seul... C'est du mérite, non? C'est lui seul... Pour retracer quand même l'histoire de cette grande formation. Parce que peut-être parce qu'il a entendu des voix comme la mienne dénoncer cette politique d'obscurantisme, cette politique d'ostracisme qu'on a appliquée, savamment appliquée à ces illustres personnalités, qui s'est peut-être ressaisi pour voir plus clair, commander ce rapport, pour essayer de voir plus clair. Parce que tout est flou dans l'histoire politique contemporaine. La vérité, la réalité est méconnue. Peut-être je n'étais pas dans sa tête quand il commandait ce rapport, mais certainement il a été guidé par un souci d'éclairage, de connaître la vérité. Vous qui avez connu le Parti socialiste dans le passé, en le regardant aujourd'hui, quel jugement portez-vous sur cette formation qui a eu quand même à diriger le Sénégal pendant de longues années? Pour être vrai, pour parler vrai, je suis chloroformé. Je suis déçu. Je suis déçu. Parce que quand on créait le parti, c'était pour promouvoir une nouvelle politique au Sénégal. C'était pour créer une rupture totale. Aussi bien, c'est la manière de gérer les affaires du pays que sur le comportement des gens.
Déjà, Mamadou Dia en parlait dans sa reconversion des mentalités. Mais à partir de 1952 jusqu'en 1962, tout marchait comme sur des roulettes. Tous ceux qui rêvaient à une rupture étaient satisfaits. Les choses étaient redevenues normales. Oui. Les biens du pays, de l'État, étaient gérés jalousement par le président Mamadou Dia. Personne n'osait y toucher un franc. Quand on hissait le drapeau, les gens se mettaient debout et saluaient. À 8 heures, tout le monde était à son lieu de travail. Dans la rue, il n'y avait pas ces spectacles scandaleux qu'on voit aujourd'hui. L'indiscipline, vous voulez dire? L'indiscipline, les bars, les femmes, les maisons closes. Mamadou Dia s'était élevé contre tout ça. Il y avait beaucoup d'espoir parce que tout le monde vivait dans des conditions honnêtes, intègres. Mais c'est à partir de 1963, à l'issue du coup d'État qu'on lui a fait, que tout a changé. Tout a basculé avec la complicité de beaucoup de Sénégalais et non des moindres. Et c'est à partir de ce moment, 63, que les choses ont commencé à basculer. Et 2000, les choses ont empiré. Jusqu'à aujourd'hui, où la situation que nous vivons et qui est, disons-le, ayons le courage de le dire, à l'actif du Parti socialiste sous Senghor et de ses successeurs. Oui, mais il y a quand même un autre régime qui a succédé au régime socialiste. Oui. En 2000. Pour moi, il s'est révélé pire. Pour parler vrai, il s'est révélé pire. Parce que c'est avec ce système. Avant, on a connu des détournements de deniers publics portant l'ordre de quelques millions. Mais avec ce régime de... à partir de 2000, vous voulez dire 2000, le pillage s'est fait à coups de milliards. Vous avez décrié, une certaine forme de comportement, j'allais même dire irrévérencieux ou regrettable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses changent? Il faut revenir en arrière. Revenir aux anciennes méthodes. Revenir au passé glorieux que nous avons eu à connaître. Il faut partir de la morale, de l'éthique, du patriotisme charnel, pour reconstruire le pays. Moi, c'est le terme que j'emploie, reconstruire le pays, parce que j'ai l'habitude de dire que pour moi, et beaucoup de Sénégalais, si le Sénégal était un bâtiment, il conviendrait aujourd'hui de le raser jusqu'aux fondations. Raser, mais pas réfectionner. Pas réflexion. Autrement dit, il faut travailler pour le changement de mentalité. Complètement. De fond en comble. Sans le changement de mentalité, on ne fera rien de bon dans ce pays-là. On parle aujourd'hui de
d'émergence. Mais sans le changement de mentalité, il n'y aura jamais d'émergence dans ce pays-là. Certains s'emploieront à creuser le jour, la nuit, des énergumènes viendront combler les fossés. Et rien ne se fera. Il faut que les mentalités changent. Il faut que les gens redeviennent honnêtes, des citoyens intègres, conscients de leurs responsabilités qui les incombent dans la construction de ce pays-là. Sinon, rien ne se fera. La reconversion des mentalités d'abord. Oui. D'abord. Sinon, rien ne se fera. Très bien. Pourquoi, quand on nous a parlé de rupture... Vous n'y croyez pas? Maintenant, je n'y crois pas beaucoup. Je n'y crois pas beaucoup. Rupture de l'éradication, de l'impunité, tout ça, pour moi, sont devenus de vains mots. Il faut que des choses soient concrètes. C'est de ça que nous voulons. Attention, le pays est en train de glisser. Le pays est en train de glisser parce qu'aujourd'hui, il y a trop de malhonnêteté. Trop de choses inespérées il y a quelques années. Oui, Amadou Lamine Sakho, on en a parlé tout à l'heure. Le rapport de l'histoire générale du Sénégal avec 5 tomes présentés au président de la République à l'instant, un comité de pilotage dirigé par le professeur Iba Der Thiam. Vous direz, enfin, voilà des Sénégalais qui ont écrit l'histoire du Sénégal. Une réaction sur ça? J'attends de lire, j'attends de voir. Il y a eu tellement de déceptions dans ce pays-là qu'il faut vraiment être veule pour croire à une chose dès son annonce. J'attends de voir. Oui, mais quand même, on a beaucoup écrit sur l'histoire du Sénégal. Ce n'est pas des Sénégalais qui ont écrit certaines choses. Mais là, on a l'occasion d'avoir des Sénégalais qui ont écrit notre propre histoire. Oui. C'est une bonne chose, non? Oui. Mais, vous savez, est-ce que tout le monde est Sénégalais? Je présume que tous ceux qui ont écrit ces tomes 5 sont des Sénégalais. Oui, mais attendons de voir. En tout cas, moi, après tout ce que j'ai vu au Sénégal, toutes les promesses qui ont été faites au Sénégal, regardez, vous avez souvenance de cette fameuse conférence présidée par Amadou Mahtar Mbow. Oui, les assises nationales. Les assises nationales. Oui. Où est le résultat? Où est le résultat? Et pourtant, d'aucuns pensaient que le Sénégal pouvait, à partir de l'application de ce texte-là, redevenir ce qu'il était. Mais où sont-ils? Moi-même, j'y ai contribué, financièrement. Et beaucoup de Sénégalais, ça dort actuellement dans des tiroirs. Attends. Vous craignez que ce soit le cas avec le dialogue national que le président Macky Sall a initié, mais en même temps a dit que j'appliquerai intégralement les conclusions de ce dialogue national? La promesse d'un homme politique sénégalais reste ce qu'elle est. Pour parler vrai. Parce que moi, je ne suis pas un politicien. Je n'ai pas l'habitude de tergiverser. Je dis exactement ce que je pense. Il y a des choses concrètes à faire pour faire croire aux gens les engagements actuels. Il faut penser aux engagements anciens au lieu de parler des engagements futurs. Réalisons d'abord ces engagements
pour lesquels ils ont été élus en 2012. La politique de rupture. En vérité, si je vous suis bien, vous ne croyez pas au dialogue national? Parce que si ceux qui sont conviés à cette table-là étaient mus, tous, par l'idée de faire évoluer le Sénégal, développer le Sénégal, j'y aurais cru. Mais tous, malheureusement, ne sont pas dans cette volonté. Vous avez quand même des personnalités qui se sont bien illustrées, de folles belles manières. Si on prend l'ancien ministre de l'Intérieur, Famara Ibrahima Sagna, qui est le président du comité de pilotage, est-ce qu'il y a à le dire? Famara Ibrahima Sagna, c'est celui qui dirigeait la BNDS à l'époque. Non? Bon. Non, je préfère... D'accord. Alors, dites-nous, les premières, en tout cas, je ne dirai pas les conclusions, mais au moins, lors d'une rencontre sur le dialogue national, aujourd'hui, la classe politique s'est entendue sur une chose, le report des élections locales. C'est un premier point positif du dialogue, n'est-ce pas? Ah, ça, c'est leur problème. Que les élections soient renvoyées ou pas. Moi, j'aurais préféré que les élections au Sénégal se fassent à date échue. Qu'il n'y ait pas de renvoi. Mais, on organise oui. des élections à l'échéance. Pour moi, à mon avis, c'est ça qui aurait été plus... Oui, mais quand même, il y a consensus entre acteurs politiques. Est-ce que c'est gênant? Non, non, c'est... Seulement, il faut qu'ils se mettent aussi, ces politiciens, qu'ils ne sont pas le peuple, qu'ils ne représentent même pas le peuple. Vous savez, Antoine, la majorité des Sénégalais ne fait pas de la politique. À en juger par le nombre de votants que nous enregistrons à chaque élection. Il faut qu'ils apprennent à penser au peuple. Et non pas à leurs seuls intérêts. Parce que cette affaire devrait faire l'objet d'une rencontre à la base, d'abord. Le report des locales? Tout à la base. Oui, mais quand même, le dialogue national, c'est le bon cadre, non? Le dialogue national devrait débuter, je dis, à partir de la base. Il faut construire à partir de la base et non à partir du sommet. C'était ça, la politique de mon ami, le regretté président Ahmed Sékou Touré. Tout se discutait à la base, tout. Et était remonté au sommet. C'est ça, le socialisme autogestionnaire de Mamadou Dia. La base est très importante, mais malheureusement, on la néglige. Il suffit qu'on soit élu, on devient invisible, on devient inaccessible, ce qui n'était pas notre cas. Là, vous parlez des maires qui doivent être à la disponibilité, à la disposition, des populations. Oui, mais ce n'est pas les maires seulement, mais les responsables politiques régionaux, départementaux, locaux. Par ceux qui les ont élus d'abord, ils devraient commencer par là, à discuter avec eux, recueillir leur point de vue, leur opinion. Parce que ils ne doivent pas gouverner pour eux-mêmes, mais pour la masse qui les a élus. C'est toute politique qui ne s'appuie pas à la base. Sa base est une politique vouée à l'échec. C'est ce qui explique l'échec de certains partis politiques où tout s'est décidé au sommet.
au détriment des militants. Parce que, et cela, ils se sont préparés, parce qu'ils n'ont voulu donner aucune formation à la base, comme ça se faisait avec nous avant l'école du parti, les séminaires, etc. Ça ne se voit plus. Plus de formation. Plus de formation. Quand il n'y a plus de formation, tout le monde devient ce qu'il est. La dernière question, elle est relative au débat sur le pétrole et le gaz. Depuis quelque temps, on en parle. Qu'est-ce que vous dites de toute cette polémique autour de nos ressources énergétiques? Moi, je suis pour que la vérité éclate. Parce que le peuple sénégalais a beaucoup souffert, trop souffert de l'exploitation de ces minerais. En commençant par l'or de Sabodala. Quand j'entends dire qu'on a exporté des tonnes d'or, vous imaginez une tonne d'or, ce que ça représente pour les familles sénégalaises. Le phosphate, où est passé notre phosphate? Les gens se le demandent. Le zircon, qui a la valeur d'un diamant. On vous dit qu'on en a exporté des milliers de tonnes. Mais ça fait combien de milliards? Où est passé cet argent? Allez à l'hôpital principal, le Dantec, dans les autres hôpitaux, les centres médicaux. Interrogez les malades, le personnel. Allez dans les universités, les écoles, notre éducation. J'ai oublié d'en parler. Oui. Notre éducation est aujourd'hui, mais c'est atroce. Et c'est dire que c'est un professeur agrégé qui est à l'origine de cette politique. Il y a de quoi se mordre les doigts. Le système politique, le système économique, le système éducationnel. Qu'est-ce qu'on en a fait? Il faut qu'il y ait, qu'on restaure une politique de rupture. Que ceux qui s'amusent à piller ce pays-là soient pris et mis en prison pour les obliger à rendre ce qu'ils ont volé au peuple sénégalais. Moi, c'est ça. C'est votre conviction. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. En tout cas, merci. En tout cas, vous m'avez parlé tout à l'heure, oui, au cours de notre conversation, d'anecdotes. Oui. Si le temps le permet, oui, je voudrais vous en faire 2 au moins. Oui. Il nous reste 2 minutes. Allez-y. C'est-à-dire, un jour, Mamadou Dia et Senghor sont venus à Kaolack pour y tenir un meeting. Et le commandant de subdivision, puisqu'il était de connivence avec le régime d'alors, les a rabroués. Et les populations, les militants de la SFIE sont sortis en transe dans les rues. Quand on a informé le président Ibrahima Seydou de la situation, il a quitté Saint-Louis et est venu à Kaolack pour rencontrer le commandant, qui lui a confirmé que Senghor était venu, lui montrer qu'il était député. Il lui a désigné son fauteuil comme s'il voulait s'y asseoir et gérer son travail à sa place. Mais le président Ibrahima Seydou a téléphoné au gouverneur général de l'AOF en lui demandant de le recevoir le lendemain à 9h à son bureau en présence du gouverneur du Sénégal. Et ce fut fait. Et ça a été fait. Il lui a demandé même l'objet de cette conversation, de cette rencontre. Ibrahima Seydou lui a fait comprendre qu'il ne le saurait qu'à son arrivée. Et il l'a fait. Et il a réussi à obtenir le départ du commandant de subdivision de Kaolack. Ça, Ibrahima Seydou l'a fait à Kaolack. Il y en a d'autres.
pour que nul n'en ignore, c'est Ibrahima Seydou Ndaw, encore une fois, qui était à la tête de tout. En tout cas, merci. C'était un immense plaisir de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes témoin de l'histoire. Amadou Lamine Sakho, ancien secrétaire particulier de Ibrahima Seydou Ndaw. Vous avez côtoyé Senghor également et Mamadou Dia. C'était un plaisir de vous recevoir dans Espace Politique présenté par Antoine Diouf. À la technique Pierre Dieng, à la vidéo Augustin Manan. Excellente soirée. Restez en compagnie des programmes de ITV et de iRadio. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.